Bonsoir à tous, ravi de vous accompagner pour cette nouvelle édition sur Monaco Info. Voici les titres de ce jeudi 2 avril. La représentation permanente de Monaco auprès des Nations Unies défend sa vision des valeurs et du pouvoir du sport. Elle a organisé une conférence à New York. Nous y retrouverons notre envoyé spécial. Un partenariat au service des patients atteints de cancer. Il unit le GEMLUC et l'association Écoute Cancer Réconfort. Dans ce journal également, vous découvrirez que la jeunesse monégasque s'engage dans les initiatives solidaires, des projets récompensés par le prince Albert II. Et puis pourquoi exprime-t-on de la gratitude ? Quelle est la place de la gratitude dans notre vie ? N'est-elle pas souvent perçue comme une simple forme de politesse ? Ce soir, nous explorerons cette notion avec la philosophe Judith Revel, invitée par les rencontres philosophiques de Monaco pour développer ce thème. Le Monaco Press Club réunit deux grandes personnalités culturelles de la principauté, Jean-Christophe Maillot et Bruno Mantovani, pour un moment d'échange passionnant à découvrir dans ce journal. Le 6 avril correspond à la Journée internationale du sport au service du développement et de la paix. Elle est marquée, vous le savez, par la campagne White Card de l'organisation monégasque Peace and Sport. En amont de cette journée à New York, la mission permanente de Monaco auprès des Nations Unies a organisé hier une conférence pour encourager une plus grande intégration du sport dans les budgets des États du monde. Le reportage sur place de Bastien Bory. En une génération, le sport est entré dans le champ des politiques publiques. 80% des pays membres de l'ONU disposent désormais d'un ministère dédié, mais les moyens engagés demeurent inégaux. Quand l'Occident y consacre plus de 100 € par habitant, l'autre moitié des États du globe en dépense moins de 10. Dans le monde, c'est toujours pas une priorité pour nombre de gouvernements d'avoir des politiques sportives inscrites dans leurs priorités. Donc ça, ce n'est pas un luxe, mais encore faut-il aider ces pays à mettre ces institutions en place. Si vous avez un partenariat qui est très bien établi, avec des personnes que vous avez identifiées, vous pouvez savoir que ça va avoir un impact. Et désormais, toutes les institutions relèvent du data pour savoir quel est en réalité l'impact sur le terrain. Donc ça marche, nous le savons. Les acteurs s'inspirent les uns des autres. Alors nous avons la chance à Monaco d'avoir une organisation comme Peace and Sport qui a énormément d'expérience sur le terrain. À l'initiative des ambassadrices de Monaco et du Qatar à l'ONU, en partenariat avec ONU Femmes et le département des affaires économiques et sociales des Nations Unies, cette conférence conviait diplomates, acteurs de la société civile ainsi qu'anciennes et nouvelles générations d'athlètes. You can go anywhere in the world, and if they don't speak the same language as you, you could connect by doing the sport you're doing. That, like for instance, skateboarding. Like I'll go to a country, and they don't speak English, and we can interact and become friends by just through skateboarding because we share that common sport. It for sure helps with self-confidence by showing, because you're always trying to challenge yourself every day, and the more you challenge yourself, the more you try to push yourself to be better. Si la situation s'est nettement améliorée ces 10 dernières années, l'Organisation mondiale de la santé estime que l'inactivité physique concerne toujours un quart de la population mondiale. 3 millions de personnes en meurent encore chaque année, mais ce nombre est en baisse, grâce notamment à une meilleure intégration des femmes dans la pratique sportive. On voit également une participation sur le terrain de ces femmes qui étaient, on va dire, un peu isolées ou marginalisées il y a quelques décennies. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. On l'a vu de manière frappante et flagrante lors des Jeux Olympiques de Paris, qui pour la première fois, après plus de 100 ans, on a vu la participation féminine atteindre 50-50%. Et la même chose pour les Jeux Olympiques d'hiver à Milano-Cortina. À raison de 60 000 € par an, Monaco vient par ailleurs de renouveler pour 4 années son soutien financier en faveur de l'agence ONU Femmes, au moment où les États-Unis de Donald Trump se désengagent au contraire de nombreuses organisations internationales. 5 nouveaux ambassadeurs ont remis leur lettre de créance aujourd'hui au prince Albert II, à commencer par l'ambassadeur du Bénin, Corinne Brunet. Représentant également son pays en France, Corinne Brunet déploie une diplomatie économique et culturelle axée sur l'impact, comme l'indique sa biographie. Elle a été suivie par l'ambassadeur d'Estonie, Viljar Loubi, auparavant ambassadeur de son pays à Londres et à New Delhi. Il a également été secrétaire général adjoint au développement économique de son pays auprès du ministère estonien de l'économie et de la communication.
Abdullah Suleiman Al-Shahin a lui aussi remis ses lettres de créance au prince souverain, l'ambassadeur du Koweït, nommé en juillet 2025 à ce poste. Eh bien, son parcours l'a amené à occuper différentes fonctions diplomatiques, notamment au Liban et auprès des Nations Unies. L'ambassadeur de Norvège, Vegard Brynildsen, a également participé à cette cérémonie diplomatique au Palais Princier. Son parcours a été marqué par différentes missions au sein du ministère des Affaires étrangères à Oslo. Il a également été ambassadeur à Bamako de 2020 à 2022. Enfin, Miklos Tromler a clôturé ses remises de lettres de créance. L'ambassadeur de Hongrie représente également son pays en France. Passé par le Maroc, mais aussi par la Mauritanie, il a pu échanger avec le prince souverain comme tous les autres ambassadeurs au Palais Princier. Le centre scientifique de Monaco a reçu ce matin la visite du ministre d'État. Christophe Mirmand était accompagné pour l'occasion du ministre de l'Intérieur, Lionel Beffre. Ensemble, ils ont pu découvrir les missions et le travail de ce centre créé en 1960 sous l'impulsion du prince Régnier III, qui souhaitait alors doter la principauté de moyens pour mener des recherches scientifiques. Aujourd'hui, le CSM compte 3 départements de recherche, de biologie marine, de biologie polaire et de biologie médicale. La recherche justement et ses innovations, il en était question aujourd'hui au centre hospitalier Princesse Grace avec la présentation d'un robot chirurgical et ce en présence de son Altesse Royale la Princesse de Hanovre et de Mélanie Antoinette de Massy. Alexandra Pagny s'est intéressée aux spécificités de ce nouvel outil ultra performant. C'est un reportage réalisé avec Julien Philippot. Il s'appelle DaVinci 5, il est le dernier-né du groupe Intuitive. Ce robot chirurgical assisté était présenté au centre hospitalier Princesse Grace. L'occasion de mettre en avant ces innovations permettant de faire évoluer la chirurgie vers une approche plus précise. Tout juste homologué en Europe, un seul modèle est pour l'heure disponible à l'ISM de Montpellier. L'hôpital monégasque souhaiterait ainsi acquérir prochainement cette deuxième unité pour asseoir sa place de leader en chirurgie robotique. Un des freins pour le robot, c'était l'absence de retour de force. Le retour de force, c'est vous touchez une structure, c'est dur, c'est souple, ça tire, on risque par exemple de faire une plaie vasculaire, une plaie sur l'intestin. Ce robot a acquis, via la technologie aujourd'hui, le retour de force. La deuxième chose, c'est que la vision est bien améliorée, ce qui nous permet une meilleure précision de la chirurgie. Et ça s'intègre dans une prise en charge pour l'avenir avec notamment la possibilité d'y incrémenter de l'IA, de la réalité augmentée, pour faire des reconstructions des tumeurs, pour essayer d'améliorer la précision de la chirurgie. Donc c'est un pas vers l'avenir avec tout à développer pour cette nouvelle génération. Les mêmes caractéristiques, des petites incisions, donc préservation de la paroi des patients, une meilleure chirurgie qui a un retour à la vie courante plus facile, y compris pour de la chirurgie de cancer, avec une meilleure dextérité qui permet peut-être de mettre l'outil entre le patient et le chirurgien pour améliorer la performance et faire de l'efficience. L'objectif de ce Robot Day était de présenter cet appareil aux donateurs du centre hospitalier Princesse Grace afin de finaliser son financement et permettre ainsi de créer un pôle de robotique et de formation. Intéressons-nous à présent à ce partenariat au service des patients atteints de cancer. Il unit le GEMLUC, le groupement des entreprises monégasques dans la lutte contre le cancer, et l'association Écoute Cancer Réconfort. Objectif, renforcer l'accompagnement des personnes touchées par la maladie et de leurs proches en principauté. Un reportage de Vanessa Dessy sur des images de Julien Laugier. Depuis plus de 50 ans, le GEMLUC mobilise les entreprises de la Principauté pour financer la recherche, soutenir les équipements médicaux et accompagner les initiatives en faveur des patients. Un engagement qui se poursuit aujourd'hui avec la signature d'un partenariat avec Écoute Cancer Réconfort afin de renforcer l'accompagnement des malades et de leurs proches. Cette signature est, je pense, très importante parce qu'elle permet de fédérer un peu dans la lutte contre le cancer et là pour le bien-être des patients et surtout des patientes. Ça nous permet de participer aussi à la reconstruction du sein des femmes atteintes malheureusement du cancer du sein dans des conditions qui sont parfois difficiles, tragiques.
Écoute Cancer et Confort accompagne les personnes touchées par la maladie et leurs proches. L'association propose écoute, soutien moral et activités bien-être pour aider les patients à traverser l'épreuve du cancer. Un engagement humain qui se renforce aujourd'hui grâce au partenariat signé avec le GEMLUC. Alors, grâce à ce partenariat avec le GEMLUC, c'est un partenariat qui me touche vraiment énormément parce qu'on va pouvoir aider des femmes pour qui l'estime de soi a été énormément affectée, parce que là on parle de cancer du sein et on parle de mastectomie totale. Et en fait ces prothèses en 3D sont complètement révolutionnaires, c'est une innovation et cela va permettre aux femmes qui en ont besoin de pouvoir avoir ces prothèses qui sont sur mesure et qui ressemblent vraiment au sein soit qu'elles ont perdu, ou il y aura aussi la possibilité de scanner en fait l'autre sein si jamais la personne a déjà été opérée en fait. Le docteur Julien Montenero est un spécialiste de la reconstruction après un cancer ou un traumatisme. Grâce aux nouvelles technologies et à l'impression 3D, il conçoit notamment des prothèses sur mesure pour aider les patients à retrouver leur image et leur confiance. Le reportage qui va suivre est une belle preuve que la jeunesse monégasque s'engage dans des initiatives solidaires. Les Prince Leadership Awards ont récompensé hier des projets concrets tournés vers l'entraide et réalisés par des élèves de la British School of Monaco et du lycée Albert Ier. Un événement organisé par The Foundation for Post-Conflict Development à la Fondation Stelios. Le reportage de Christinda Petit-Omel et Lionel Bernardi. Mettre en lumière l'engagement de la jeunesse en principauté, 4 projets portés par des élèves de la British School of Monaco et du lycée Albert Ier ont été distingués. Limitless, Held Connect, Rise and Create et Little Hearts, des initiatives imaginées par les jeunes eux-mêmes autour des valeurs de solidarité, d'entraide et de responsabilité. The Stelios Foundation is only offering the space today. It's not our project, but we're delighted that we are offering the Stelios Foundation Conference Hall to this very good cause. Change Pact est un concept extrêmement simple, c'est aider les jeunes à devenir des leaders et à avoir un impact au travers d'actions à caractère, je dirais, plutôt humanitaire. Des projets qui mettent donc en avant l'engagement de la jeunesse et sa volonté de contribuer à des causes qui ont du sens, comme le projet Limitless qui vise à aider des enfants au Bangladesh à qui il peut manquer une main. Les élèves de la British School of Monaco ont donc fabriqué des mains artificielles au sein de leur école pour leur venir en aide. They work we 3D print the hands right in our school, and they take about 12 hours to print and assemble each. And we're in contact with the International School of Dhaka, and through them we have gotten the measurements, and we will be giving them to the children in Bangladesh. D'autres projets s'intéressent quant à eux à une réalité plus proche, l'isolement des personnes âgées, comme le projet Health Connect, un projet pour rompre l'isolement des personnes âgées, notamment en maison de retraite. Tous nos grands-parents sont en vie et on a un lien très fort avec nos grands-parents. Mais vu qu'on grandit un peu avec eux, et on les a depuis qu'on est très petits, on voit qu'ils vieillissent avec nous et qu'ils deviennent de plus en plus calmes. Et du coup, on voulait vraiment trouver, se reconnecter avec la génération de nos grands-parents pour apprendre des leçons de leur part et pour vraiment juste se reconnecter avec eux. L'objectif, vous l'aurez compris, recréer du lien entre les générations et proposer des moments d'échange et d'accompagnement. Une cérémonie hier soir qui mettait en avant une jeunesse engagée, sensible aux enjeux sociaux et prête à agir. Des enfants qui montrent que l'engagement peut commencer très tôt, comme sur les bancs de l'école, et qu'il peut déjà faire la différence. Les rencontres philosophiques de Monaco poursuivent leur cycle de conférences et mettent l'humain au cœur de leurs réflexions. C'est la notion de la gratitude qui a été développée aujourd'hui auprès des enfants, des lycéens, mais aussi du grand public. Et pour en parler avec nous ce soir, l'une des intervenantes des rencontres philo est notre invitée. Bonsoir Judith Revel. Bonsoir. Merci d'être avec nous pour évoquer ce thème de la gratitude. C'est un thème qui nous invite à nous questionner sur le sens du remerciement. Oui, je crois que c'est un thème qui nous invite à nous questionner sur des tas de choses, à commencer par le fait que les philosophes ont peu parlé de la gratitude. Moi, j'ai
fait des petites recherches avant de venir ici, bien entendu, et je me suis aperçue avec stupeur que le premier mot que l'on trouve, c'est le mot ingratitude, et que le mot gratitude est un mot dérivé secondaire par rapport à l'ingratitude. Et l'ingratitude, c'est finalement le sentiment de ne pas avoir été reconnu à la mesure de ce que l'on donnait, de ne pas avoir été remercié suffisamment, de ne pas avoir reçu, dans certains cas, de contre-dons par rapport aux dons que l'on a effectués. Donc ça ouvre toute une série de perspectives qui sont très étrangement des perspectives qui engagent l'étrange relation, parfois de pouvoir, qui peut s'instituer entre un donneur et un receveur. Et puis dans un deuxième temps, il y a ce à quoi vous faites allusion, c'est-à-dire le devoir moral de donner, parfois le sentiment diffus de devoir remercier. Alors, qui on remercie? Qu'est-ce qu'on remercie? Pourquoi on remercie? Quand on remercie? Toutes ces questions sont des questions d'importance. Est-ce que ce n'est pas trop souvent perçu comme une simple politesse, la gratitude ? Non, je pense que c'est à la fois... alors, il y a des attentes sociales qui sont des attentes sociales de remerciement ou de reconnaissance de sa propre position de donneur. Parfois, les parents attendent de leurs enfants une reconnaissance du soin, de l'attention, du temps, de l'amour qu'ils ont donné. Donc il y a des attentes, par exemple, dans le milieu familial qui sont très fortes, mais pas seulement. Il y a des attentes quand je fais œuvre ou acte de générosité à l'égard de personnes qui sont plus faibles que moi ou qui sont plus vulnérables que moi. Donc il y a des attentes sociales, il y a des attentes affectives. La question qui est derrière, elle est celle-ci. Existe-t-il des configurations où des personnes qui donnent n'attendent rien en retour ? Cela nous questionne sur la place de la gratitude dans notre vie. Oui, tout à fait. Et je crois que c'est à la fois quelque chose qui engage le type de relation, encore une fois, qu'on peut avoir dans le milieu familial, dans les relations affectives et amoureuses, plus largement dans les relations sociales, dans les relations que nous établissons avec des plus vulnérables que nous, dont bien souvent nous attendons malgré tout quelque chose comme une reconnaissance ou l'expression d'une gratitude. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire ces gestes d'extrême générosité, mais ce qui veut dire qu'on a malgré tout quelque chose comme une attente. Et cette attente, parfois, elle est de l'ordre de il faut le dire aussi, du sentiment de valorisation de ce que l'on est. Je donne, mais parce que j'en retire aussi quelque chose comme une valorisation de ce que je suis, un plaisir de me voir donner, de me considérer comme plus moral que je n'étais, etc., etc. Bien sûr que c'est un plaisir. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas donner. Mais ça veut dire qu'il faut être conscient qu'on joue dans cette partie-là aussi quelque chose qui n'est pas toujours totalement de l'abnégation ou la générosité absolue. Mais parce que cette gratitude, on peut la susciter comme la recevoir. Bien sûr, et en même temps, il faut tout à fait être conscient, et là aussi les élèves étaient formidables de ce point de vue-là. Il ne faut pas oublier que cette capacité d'émerveillement ou d'enthousiasme dont je parlais à l'égard de ce qui nous entoure et qui était aussi une chose qui a été travaillée par des philosophes, en particulier je pense aux stoïciens, je pense à Sénèque, d'acceptation du monde tel qu'il est et de remerciement général pour le monde tel qu'il est, tel qu'il nous est proposé. Il ne faut pas oublier que le monde qui nous est proposé ici, en Europe, dans cet endroit du monde qui est le nôtre et à l'époque qui est la nôtre, n'est pas universellement partageable et que c'est plutôt aujourd'hui quelque chose comme un cadeau assez rare. Et les situations du monde, les théâtres du monde où cette chance-là n'est pas donnée, ils sont innombrables. Et je pense que c'est aussi une chose qui doit nous inciter à prendre conscience de la rareté et du privilège de notre propre situation. Oui, un message auquel nos téléspectateurs seront sensibles. Merci infiniment, Judith Revel, d'avoir été avec nous ce soir pour évoquer cette notion de gratitude à l'occasion des rencontres philosophiques de Monaco. Merci. C'est moi qui vous remercie. Cette rencontre maintenant entre deux artistes, deux personnalités du monde culturel monégasque, Jean-Christophe Maillot et Bruno Mantovani, étaient les invités du Monaco Press Club aujourd'hui. Un échange consacré à la création contemporaine et au dialogue entre la danse et la musique. Les détails de Vanessa Dessy sur des images de Lionel Bernardi.
Pour Jean-Christophe Maillot, chaque chorégraphie est une histoire. La musique guide ses gestes et rythme les mouvements. À l'occasion de Miniatures, il signe une collaboration étroite avec le compositeur Bruno Mantovani, explorant un dialogue subtil entre écriture chorégraphique et composition musicale. Je crois que c'est fondamental de pouvoir participer d'une certaine manière à ce qui a toujours existé. C'est cette collaboration précieuse entre les compositeurs et les chorégraphes. Alors, le privilège d'avoir des créations musicales sur lesquelles on n'a pas forcément de moyens d'intervenir avant que la création soit faite et puis se confronter à cette problématique et se trouver devant la situation où il faut qu'on mette en lumière, je dirais, cette musique, c'est quelque chose d'assez passionnant et moi je suis très content qu'on participe à nouveau de cette manière-là avec Bruno Mantovani. Pour Bruno Mantovani, composer pour la danse, c'est imaginer la musique comme un partenaire vivant. Il privilégie le dialogue et l'interaction. Avec Miniatures, il compose une partition pensée comme un véritable duo. Une collaboration avec Jean-Christophe Maillot où la musique laisse place à une liberté d'expression. C'est une vieille histoire entre Jean-Christophe Maillot et moi parce que je faisais partie de la première fournée des Miniatures en 2004-2005. En tant que compositeur, j'étais loin d'imaginer que je travaillerais régulièrement à Monaco par la suite. Donc j'avais écrit un quatuor à cordes que Jean-Christophe avait chorégraphié. Puis nous avons eu un deuxième round ensemble, si je puis dire, en 2018 avec un ballet qui était là, un ballet de grande envergure qui s'appelait Abstract. Donc c'est une vieille amitié et on avait envie de redonner vie à certaines des anciennes Miniatures et puis d'en commander d'autres. Donc tout naturellement, nous avons réuni notre enthousiasme et notre volonté de collaborer ensemble. Cette rencontre entre Jean-Christophe Maillot et Bruno Mantovani révèle la magie de la création, là où danse et musique s'entrelacent, un dialogue rare qui invite le spectateur à vibrer au rythme de l'art vivant. Et vous avez aperçu dans ce reportage Bruno Mantovani, compositeur reconnu et directeur artistique du Festival Printemps des Arts, un festival qui a lieu actuellement en Principauté et qui propose un programme riche et varié. Le dernier concert mettait en lumière un instrument, l'orgue, avec un concert donné à la cathédrale de Monaco par Olivier Latry. José Sacré vous en dit plus. Pour son concert d'orgue à la cathédrale de Monaco le 1er avril, le Printemps des Arts de Monte-Carlo a invité l'organiste Olivier Latry, considéré comme l'un des plus grands ambassadeurs de cet instrument. Nommé à 23 ans organiste titulaire de Notre-Dame de Paris, il est aujourd'hui invité à jouer avec les plus grands orchestres dans les salles les plus prestigieuses du monde, de Tokyo à Berlin en passant par Vienne, Londres, Amsterdam, Hambourg, Boston ou encore Los Angeles. Ce qui m'importe, c'est de partager une passion. J'ai la passion de l'orgue depuis que je suis tombé dedans et en fait c'est quand même le plus bel instrument du monde, le plus complet évidemment, le plus gros et je n'ai de cesse réellement depuis plus de 50 ans de faire découvrir tout ça au maximum de personnes. Deux mots sur le programme, bien sûr Bach, parce que c'est quand même le plus grand, ou un des plus grands en tout cas. Oui. Et ensuite, quels sont les compositeurs que vous avez choisis et pourquoi? Alors en fait, j'ai voulu alterner Bach avec un certain nombre de compositeurs du XXe siècle, français, à savoir Marcel Dupré, qui était organiste à Saint-Sulpice et professeur au Conservatoire, puis Olivier Messiaen, qu'on ne présente plus, et son élève Jean-Louis Florenz. Et en fait, ces pièces ont toutes un point commun avec celles de Bach, c'est qu'elles sont là pour commémorer la passion du Christ. Et en fait, pour moi, ce programme, c'est vraiment une grande fresque sonore qui part de Bach et qui va se terminer avec Dupré, mais avec justement des retours à Bach et des retours à Dupré. Grâce au Festival international d'orgue organisé chaque année en Principauté, il y a à Monaco un vrai public pour les concerts d'orgue. Il y avait foule à la cathédrale de Monaco pour écouter cet organiste d'exception, Olivier Latry.
Le Comité national monégasque de l'Association internationale des arts plastiques auprès de l'UNESCO dévoile l'exposition Courbe. Elle explore les différentes facettes de la figure humaine. Visite guidée avec Fabien Bonilla et Thomas Deus. Une quinzaine d'artistes exposent leurs œuvres dans la salle du comité de l'AIAP jusqu'à la fin de la semaine. L'exposition de l'atelier de dessin qui s'intitule Courbe est consacrée aux différents aspects de la figure humaine. Ce sont à la fois les lignes du corps, le mouvement du regard, les lignes de la paume de la main et la trajectoire du destin. Nous sommes un groupe des artistes, des dessinateurs. On se réunit chaque lundi pour dessiner, pour travailler auprès des modèles vivants. Et donc, on a décidé de faire une exposition de nous, parce qu'on se connaît parfois bien, parfois moins bien. Donc, se présenter pour montrer ce qu'on fait. Donc, ici, il y a des artistes de niveaux différents. Il y a des amateurs, il y a des professionnels. La plupart sont quand même les artistes de formation professionnelle. Je pense que l'exposition a quand même certaines unités, malgré les différences de techniques, parce qu'ici, on a la peinture à l'huile, il y a des gravures, il y a des dessins, il y a des peintures en acrylique, donc il y a à peu près toutes les techniques. Quand même, je crois qu'on a quand même l'impression que c'est uni, il y a quelque chose qui unit les artistes. Courbe, cette exposition de groupe de l'atelier de dessin autour du modèle vivant est visible du 1er au 5 avril de 14h à 18h dans la salle du comité de l'AIAP au premier étage du 10 quai Antoine Ier. Les inscriptions au centre de loisirs Prince Albert II sont désormais ouvertes. Les parents d'enfants âgés de 3 à 12 ans et scolarisés en principauté peuvent désormais procéder à l'inscription en ligne pour l'année scolaire 2026-2027. Cette démarche s'effectue via le site loisirsdenjs.gouv.mc. Les inscriptions sont ouvertes du 1er avril au 15 mai prochain. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, les prévisions météo d'Alexandra Pagny, les photos de fin de JT ce soir de Stéphane Dana mettent en valeur une compétition étonnante, celle de chefs de super yacht. Nous en parlerons dans notre édition de demain présentée par Sarah Inkari avec le chef Philippe Etchebest. Passez une belle soirée et une bonne fin de semaine sur Monaco Info. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour les prévisions météo de ce vendredi 3 avril. Temps clair et ensoleillé prévu sur l'ensemble de la journée. Les températures atteindront au maximum 19 degrés. Le soleil se lèvera à 7h06 précisément et se couchera à 20h. Ce vendredi marquera le vendredi saint, jour de la crucifixion et de la mort de Jésus-Christ. C'est le jour où les chrétiens sont invités à faire pénitence. Je vous souhaite une belle soirée sur Monaco Info.